Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Nous en sommes à notre forum d'échange. Ça se discute. Et nous avons le plaisir de retrouver Eloge Francis Attali. Bonsoir. C'est moi qui suis très heureux d'être avec vous. Plaisir partagé. Donc, vous êtes analyste politique, expert en gouvernance. Un réel plaisir de vous retrouver. Sur ce même plateau, Julio Tometti, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs. Mohamed Yamidi, bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir aux amis en plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Nous allons commencer pour ce jeudi nous allons commencer par parler du dernier conseil des ministres de ce mercredi 12 juin et une information importante sur laquelle on a jugé bon de revenir, l'adoption de la marque pays du Bénin. En effet, selon le relevé du Conseil des ministres, le Bénin dispose non seulement de multiples atouts économiques, touristiques, artistiques, culturels, naturels, sportifs, numériques et éducatifs, mais aussi d'un potentiel remarquable qu'il convient de valoriser dans le cadre de cette dynamique de promotion touristique en cours dans notre pays. Le gouvernement donc a convenu d'instituer une marque pays. Les études et consultations menées ont permis de retenir la promesse de la marque Un monde de splendeur. Voilà, Eloge Francis Attali, une nouvelle étape dans la promotion de la destination Bénin. Oui, vous savez évidemment que nous sommes dans un monde concurrentiel. Il est normal que le Bénin se repositionne et que le Bénin soit une destination attractive. C'est pour en fait doper le caractère attractif en mettant l'accent sur le développement d'un certain nombre de potentiels que nous avons. Notamment, vous avez évoqué nos valeurs touristiques, culturelles, sportives, éducatives, économiques et bien d'autres. C'est vrai que sportivement, dernièrement, on s'est beaucoup révélé. Mais oui, nous avons fait une performance et puis il faut qu'on poursuive la dynamique. Donc le Bénin est en train de se révéler. Je crois que le chef de l'État, en travaillant à instituer cette marque pays, veut faire du Bénin une destination convoitée. Parce qu'au-delà de ça, on pourra faire appel à des compétences, aussi bien étrangères, des talents. Donc le Bénin s'ouvre au monde et le Bénin veut capter évidemment les dividendes. Parce qu'au niveau des talents internationaux, on peut avoir des compétences qui pourront venir nous aider à poursuivre la dynamique qui est en cours. Donc c'est l'interface qui permettra de vendre davantage le Bénin. Je crois que cette dynamique, il faut la saluer. Cette marque pays, en fait, c'est des splendeurs parce qu'en fait, on veut valoriser tout ce qui est potentiel. En fait, on veut doper davantage. Il y a une dynamique qui est en cours, mais on veut donner un peu plus de surface, de contenu à ce que nous faisons pour que le monde entier puisse avoir, je crois, les caméras braquées sur ce qui se passe au Bénin. Parce que dès lors que le chef d'État met l'accent sur non seulement la lutte contre la corruption, mais aussi la promotion des IDE, on aura beaucoup d'investisseurs qui vont venir. Et puis, le volet touristique est un volet important pour le chef de l'État. Je crois que le Bénin sera une bonne destination touristique et puis on pourra capter le flux qui se mobilise et qui fait le mouvement dans les pays qui, traditionnellement, ont pu faire du tourisme, en fait... un levier de développement. Une filière importante de développement. Voilà. Mohamed Lamili, on a envie de savoir à quoi sert une marque pays. Bon, vous savez, l'idée même de créer la marque pays, a priori, quand on l'entend, ça peut paraître simple. Mais la marque pays, en fait, c'est une stratégie adoptée par un pays pour donner une certaine visibilité, une certaine image de lui-même, au-delà même de ses frontières, et donc pouvoir en tirer quelques avantages. Et donc, la notion est associée à, disons, un grand marché international où les pays, les villes, les régions rivalisent de stratégies afin d'attirer le plus grand nombre de touristes, d'investisseurs, de consommateurs, d'étudiants et même des événements qu'on peut venir organiser, par exemple, dans le pays en tenant compte de certains atouts, et des atouts, des forces et des faiblesses du pays. Et donc, l'idée même de faire cela, ça transcende le simple fait d'avoir, comment appelle-t-on, une maquette
créatif, en forme de graphisme, où l'on met de beaux paysages. Ça prend en compte aussi, au-delà de cela, ce que l'on communique consciemment ou inconsciemment de ce pays-là, c'est-à-dire que l'écho que l'on a de ce pays et l'idée que l'on peut se faire après quand on entend tel ou tel. Vous savez, là maintenant on a parlé de tourisme, on a parlé d'événements, on a parlé de tout ça. Or déjà, le chef de l'État, il passe un peu partout dans le monde pour attirer des investisseurs. Et il y a quelque chose de formidable qui se fait chez nous ici quand nous prenons déjà Cotonou. Bon, la partie que moi j'appelle Cotonou détendu, parce qu'il y a Cotonou tendu, Cotonou détendu. Quand on prend, ça, c'est un autre concept. oui, la zone de Fidio, c'est tout l'aménagement qu'on est en train de faire le long de la plage, la zone du port, l'avenue, le boulevard, jusqu'à Ablekité, Ouida, toute cette zone. Bon, on quitte déjà Cotonou, on rentre dans Ouida. Donc toute cette zone-là, désormais, c'est avec le résultat que l'on attend, c'est forcément attractif pour le tourisme. Et quand on est en train de faire tout ça, on a par exemple l'hôpital international, le Chic, qui est aussi un grand hôpital. Ça fait partie désormais de nos atouts pour lesquels les gens peuvent venir au-delà de visiter, on peut venir faire des interventions et ainsi de suite. Donc ça prend en compte aussi d'autres labels. On est en train de créer l'école du numérique. C'est-à-dire que l'ensemble de toutes ces choses-là qu'on est en train de penser créer pour faire grandir le pays a besoin que l'on puisse aller vers la création de cette marque pays pour pouvoir labelliser la chose, pour pouvoir et capitaliser ça et rendre ça beau et attractif. C'est pour cela aussi que par ailleurs, bon, c'est un exemple que je donne comme ça, hein, la répression par exemple qui est faite contre la cybercriminalité, tout ça participe à créer un environnement qui assure et qui rassure tous ceux-là qui auront besoin de ces services-là. C'est en ça qu'il faut saluer globalement la vision du gouvernement, du chef de l'État à travers le péage et les mises en exécution, où on sent qu'il y a vraiment une vision globale du développement qui est déclinée, qui est mise en œuvre au fur et à mesure du temps qui passe. Julio Tomenti, ce projet vous inspire parce qu'il faut, pour que l'information soit complète, il y a un logotype qui devra être vulgarisé, donc déjà être dévoilé pour qu'on qui devrait être comme une sorte de représentation en miniature de tout ce que le Bénin peut offrir. On attend de voir, de visu sur à quoi ça ressemble. Mais déjà dans cette initiative, dans cette pensée, qu'est-ce que ça vous inspire? Quand j'ai entendu d'un monde de splendeur, au lieu peut-être de m'étonner, j'ai cherché à me cultiver. Parce que je m'étais demandé, en fait, et en me cultivant, il y a un élément qui était revenu, c'est-à-dire la notion de Bénin régulé. Vous savez, nous sommes partis, en fait, d'un concept assez simple, qui était déjà, en fait, une marque de fabrique, en fait, que le Bénin entendait vendre. Mais aujourd'hui, il faut dire, avec le nouveau concept, c'est qu'on a mis ça, en fait, dans un concept qui a toujours existé, en fait, comme on peut le dire, au plan micro, au sein des entreprises ou des organisations, et au plan macro, dans le cadre d'un pays. C'est un concept, comme je disais tantôt, m'étant cultivé un peu par rapport à la question, c'est un concept qui a vu le jour en 1990, d'accord, de son nom par un anglo-saxon, c'est Simon Arnold, d'accord, qui en 90 disait en fait que la marque pays c'est en fait un concept qui permet en fait à un État ou à un pays en fait de révéler une certaine identité nationale en tenant compte notamment de ses atouts pour davantage capter l'attention parce qu'aujourd'hui en fait les nations sont en fait dans un environnement géopolitique très concurrentiel dans tous les domaines. Comment faisons-nous pour capter des investisseurs? Comment faisons-nous pour capter des compétences extérieures? Comment faisons-nous pour capter en fait tout ce qui peut avoir en fait de la matière à ajouter à ce que nous faisons? Mais avant de faire ça, il faut avoir en fait un existant. Donc c'est l'existant que nous tentons en fait de construire que le Bénin tente de construire à travers le Bénin révélé depuis en fait 2016, ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir nous positionner sur le plan international. Nous l'avons dit plusieurs fois ici, dans certains mêmes domaines. La question de transparence, la question du relèvement du taux de bancarisation
malgré en fait les incertitudes. Et donc, en matière éducative, en matière sanitaire aujourd'hui, Liamide a rappelé en fait le chic d'infrastructure. Aujourd'hui, il a été dit la dernière fois, nous l'avons vu en fait sur une organisation internationale, la qualité des routes, le Bénin, c'est bien illustré en fait par rapport à la qualité de ces routes. Donc, tout cela, comment faire pour capitaliser ça d'une certaine façon, pour davantage asseoir en fait les bases d'une économie prospère. En fait, c'est ce que vise notamment en fait cette notion ou en fait la notion de marque pays que nous avons voulu nommer un mode de splendeur. Donc nous sommes passés, comme je disais tantôt, du Bénin révélé à un monde de splendeur. C'est pour dire que en fait nous faisons encore un grand pas et ça s'inscrit en fait dans un ensemble de dynamiques qui met en coordination en fait tous les secteurs. Vous savez que nous avons, ce sont en fait des ambitions, mais ici en fait nous sommes beaucoup plus dans la réalité que en fait dans des philosophies perspectives. Nous l'avons dit ici, comment M. Attadé nous l'a rappelé plusieurs fois. Nous avons par exemple le Bénin perspective, Bénin l'affaire perspective de 2025. Nous avons fait le débat ici. Ce sont des projections que l'on fait par rapport aux ambitions que nous avons envie d'atteindre sur le plan économique. Aujourd'hui, tout ça, d'accord, est mis en coordination d'une certaine façon pour en fait nous conduire vers un plein épanouissement, vers l'essor économique escompté, pour que en fait les dividendes, d'accord, distribués, les populations d'une manière ou d'une autre puissent se sentir plus à l'aise qu'ils ne le sont aujourd'hui. Cela permet également en même temps de renforcer en fait la notion d'identité nationale, c'est-à-dire quoi? La fierté que nous avons de dire nous appartenons à tel pays, la fierté que nous avons lorsque nous sommes peut-être au-delà de nos frontières, de dire que nous venons d'un pays de référence, d'un pays qui est cité dans maintes domaines par rapport en fait à ce qu'on peut appeler en termes de qualité et non en termes de comment dire d'éléments qui peut-être plomber l'image. Donc aujourd'hui, je pense en fait c'est en train d'être construit. Le Béninois aujourd'hui et demain se sentira davantage fier d'appartenir à ce Bénin-là. Et donc ça va développer, comme je disais, une certaine fierté nationale, un certain nationalisme autour et peut-être... Bon, un nationalisme, ça peut être péjoratif, mais un certain attachement à la nation, à moins que je voyais le mal partout. Non, sauf erreur de ma part, je crois qu'il ne parle pas des replis identitaires souverainistes que nous avons dans le Sahel. Il veut parler surtout d'une fierté nationale, du patriotisme. Nous allons davantage nous sentir béninois. Et je crois que chaque pays se positionne. Depuis un moment, chaque pays veut avoir une position donnée, stratégique sur la scène internationale, puisque l'environnement est concurrentiel. Vous savez que le Bénin, c'est vous qui le connaissez mieux, parce que quand vous voyagez un peu, les gens ont du mal à situer le Bénin. Géographiquement, on dit, mais c'est par rapport, c'est Bénin, est-ce que c'est au Nigeria, ou bien est-ce que c'est... Parce que la vraie destination au départ, c'était le Ghana. C'est plus connu. Le Nigeria est plus connu. Donc faisons en sorte pour que nous puissions vendre le Bénin. Je crois que la dynamique est en cours vise à repositionner le Bénin, aussi bien auprès des Béninois qu'au plan sous-régional, régional et international. Donc la marque Bénin vise essentiellement à doper tout ce qui est valeur chez nous, à rassurer davantage les investisseurs pour capter les investissements nouveaux, pour que nous puissions en fait, créer de la richesse. Mais aussi, ça permet de capter le flux des touristes, parce que c'est quand même des intrants. Ça permet évidemment d'alimenter le budget et puis de permettre à la richesse nationale de mieux être consolidée. Je crois que dans cette dynamique, ce qui se fait permettra sous peu de faire du Bénin un hub de développement. Parce qu'on sait qu'il y a une dynamique en cours, mais il faut la doper. C'est pourquoi les initiatives qui sont prises visent à renforcer l'existant, mais aussi à aller au-delà. Je crois que vous avez dit que le logo n'est pas encore prêt, parce qu'il y a 2 ministres qui sont conviés à la tâche. Le ministre de la Culture, en fait du Tourisme. Le Conseil des ministres a parlé de vulgarisation du logotype. Mais oui, ils vont certainement être dévoilés. Sous peu, on saura quel est le logo, quelle est la marque. Parce que nous devons identifier tous à cette marque. J'espère que de façon consensuelle, ça va faire. Il sait que le chef de l'État, il aime l'esthétique, il aime le beau. Il fera en sorte que cette marque puisse
refléter l'adhésion populaire. Bien. Mohamed Hamidi, pour finir sur ce sujet, un dernier tour de table, c'est une marque pays. Est-ce que ce n'est pas aussi un engagement, une certaine exigence pour le futur? N'est-ce pas une promesse? Parce que un monde de splendeur, c'est quand même une exigence, une barre mise très très haut pour en tout cas ce qu'on est à même d'offrir à ceux qui viennent nous visiter. Ce n'est pas encore un fait accompli, c'est un travail qui se construit au jour le jour. Absolument, absolument. C'est pour cela que je dirais que le concept même de la marque pays va au-delà même de ce que je pourrais appeler du cosmétique. C'est au-delà d'un symbole cosmétique. Parce que parlant d'identité tout à l'heure, et je lui ai parlé d'identité, la notion même d'identité ici est évolutive. On parle là d'identité compétitive. C'est-à-dire que quand on met tout ça ensemble, tout ce que nous avons cité là ensemble, ça doit pouvoir être compétitif vis-à-vis des autres. Ce qui, évidemment, comme vous l'avez dit, demande un certain nombre d'ajustements à notre niveau. Et donc, par rapport à cela, ça demande que nous changions peut-être certains de nos comportements. Et surtout que tous les acteurs s'y retrouvent, donc les Béninois, dans leur immense majorité. Absolument, absolument. Et ceux qui sont à la tête, qui gèrent la chose, qui mène l'action, c'est donc à eux d'avoir la vision comme on le voit dans le cas de la rupture, où on décline la vision des actions concrètes, ce qui peut amener à ce qu'on puisse dire, bon, tel comportement que nous avons, essayons de changer, telle manière que nous avons de faire, telle procédure ou telle chose, telle de nos habitudes que nous avons prises ne sont pas forcément conformes à la vision que nous avons et à ce que nous voulons projeter de notre pays. Donc il faut amener à le changer, ce qui peut justifier les réformes que nous faisons, que le gouvernement opère à l'interne, auxquelles les citoyens vont devoir s'adapter pour atteindre les objectifs fixés à travers le programme d'action du gouvernement. Et donc, globalement, je dirais que tout ça mis ensemble, cela va au-delà de ce que le pays que nous sommes, le Bénin que nous sommes, ce que nous disons du monde, mais beaucoup plus ce que le monde retient de nous et donc de notre identité. C'est comme ça que je pourrais le dire. Julio, c'est surtout une affaire d'état d'esprit. Non, ce n'est pas qu'une affaire d'état d'esprit. Ce n'est pas non plus une affaire d'état d'esprit à adopter. Ce n'est pas non plus. Bon, d'accord, oui, pour en fait rentrer dans la dynamique. Dans la dynamique, oui. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus une réalité qui se construit. Une réalité qui se construit en ce sens que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par professer. Vous savez, on a mis les bases. On a commencé par mettre en fait d'une certaine façon les bases. Et les bases que nous avons mis jusque-là nous permettent d'une certaine façon de révéler véritablement en fait l'idée ou l'intention qui est derrière tout ça, c'est davantage se positionner. Et quand je lis un peu le relevé du Conseil des ministres et en écoutant le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, vous comprendrez mieux que le premier élément qu'on a mis en avant, en fait, c'est l'aspect culturel. Parce que, qu'il vous souvienne que le Bénin, depuis 2016, le Bénin en a fait, en fait, sa cheville ouvrière pour dire, c'est d'abord, en fait, par le tourisme, d'accord, par la culture, le tourisme que nous pouvons nous révéler. Et autour de ça, se greffent tous les autres éléments que nous avons dont nous parlons tout à l'heure. Donc, en fait, ce n'est pas que l'on professe d'une certaine façon. Nous sommes dans une réalité qui reste davantage à aller à son acheminement et à matérialiser pour que d'une certaine façon, comme je disais tantôt, les dividendes socio-économiques puissent être remarquables pour tout le monde d'une certaine façon. Et donc c'est à cela, comme vous le dites, à cela qu'il faut convier en fait les Béninois de rentrer en fait dans cet état d'esprit pour dire que en fait c'est demain qui se construit aujourd'hui et nous sommes en fait sur la bonne voie. Voilà, je reste avec vous. Oui, je crois que cette marque Bénin, un monde de splendeur, doit pouvoir inspirer l'architecture du Bénin post-2025. Puisque bientôt nous allons finir avec Alafia, même si on n'a pas exploité à fond Alafia. Mais nous avions la vision 2060 qui est en chantier. Donc, je crois que cette marque Bénin doit pouvoir inspirer. S'intégrer. Oui, absolument. Voilà. Julio Tomenti, je
vous êtes le juriste du plateau, donc vous allez nous aider à faire un peu de pédagogie. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a enfin un patron à la personne de un haut commissaire à la personne de maître Migan, qui n'est plus à présenter, avocat de haut niveau, conseil technique sous le président Kérékou, acteur politique connu. Ce n'est pas, c'est une personnalité publique qui a du relief. Mais apesantissons-nous quelque peu sur l'institution. Déjà, qui peut aujourd'hui, avec un haut commissaire, déployer ses ailes. Oui, il y a une réalité donc qu'il faut voir, puisque à cette nomination et en parlant de de haut commissariat à la prévention de la corruption, comme le dit tantôt, en fait, dans un esprit pédagogique, je me suis interrogé. Et toujours quand vous interrogez, vous avez des réponses à vos interrogations. Il se fait que depuis 2020, d'accord, nous avions une loi portant création et organisation de l'institution au commissariat à la prévention de tout ça. Depuis 2020, à travers la loi 2020-09 du 23 avril 2020. Et donc, 4 ans après, je suis étonné que cette institution, quand vous lisez en fait les attributions, quand vous lisez le statut de ceux qui doivent diriger en fait cette institution, vous vous demandez, mais pourquoi avoir attendu tout ce temps? Comment on peut avoir, je suis même dans la position de reprocher un peu à nos gouvernants, pourquoi avoir voté une loi? Parce qu'on a vu la pertinence en fait de l'institution. Avoir voté une loi pour ce faire depuis 2020 et que c'est en 2024 que l'on le met en œuvre maintenant. Et donc en nous fondant bien entendu sur en fait les missions en fait fondamentales en fait de cette truc là, puisqu'il ne s'agit plus en fait d'aller dire qu'on lutte contre la corruption, mais c'est de prendre en fait d'être en fait comme le nom l'indique la dette préventive. Vous savez, la dernière fois nous avons fait un débat ici et la question était revenue, j'ai lu ça sur vos plateaux par rapport à la question par exemple de passeport et de cahier judiciaire. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est dans l'organisation institutionnelle qui favorise, qui pourrait favoriser avant même que le fait ne se détecte. Nous avons pu noter que pour le passeport, c'est la question de délai qui est très élastique. Vous demandez le passeport, on vous dit 3 mois. Alors que les exigences en termes de temporel sont là. Et donc, par rapport à ça, vous cherchez forcément les devoirs. Cahier judiciaire qui est censé sortir, heureusement, on a eu, à travers le Conseil des ministres, un nouveau patron, en fait, du Centre national de cahier judiciaire qui est nommé. Nous espérons, en fait, que ça va changer un peu les choses. Soit en 12 heures, vous demandez votre cahier judiciaire, en 1 mois, vous ne l'obtenez pas. Vous êtes obligé, donc, de rentrer dans les administrations pour trouver des solutions. On va, en fait, c'est quoi? Pour dire, quels sont les leviers sur lesquels on peut appuyer au niveau des administrations, au niveau des personnes, au niveau des institutions, pour prévenir, en fait, les faits de corruption. Je vous lis quelques éléments en termes de mission. Le haut commissaire à la prévention de la corruption est chargé, à celui qui est chargé, d'identifier dans le fonctionnement des institutions et administrations de l'État et plus généralement de tout organisme chargé d'un service public et de tout organisme privé, les procédures ou l'absence de procédures susceptibles de générer la corruption ou autre infraction connaissent, de formuler des recommandations destinées à la prévention de la corruption à l'attention de toute institution, de tout service public ou de tout organisme privé, de veiller ou de contribuer à la diffusion ou la vulgarisation des tests relatifs à la prévention de la lutte contre la corruption. Donc, après qu'on ait mis en fait un dispositif de répression en place, on a pensé, non, puisque quand on parle de répression, le fait est déjà là. Et la répression, ça ne fait pas disparaître totalement les faits parce qu'il y a toujours des gens qui, peut-être, excusez-moi, n'ont que ça à faire. Et donc, ils vont toujours chercher des failles dans les administrations. Et donc, ce sont ces failles-là, susceptibles de générer des faits de corruption sur lesquels, en fait, cette institution se focalise pour réfléchir, en fait, quotidiennement, de faire, en fait, l'ossature des organismes, institutions ou administrations et de réfléchir quelles sont les procédures ou l'absence de procédure qui peut en fait générer des faits de corruption et en même temps formuler des recommandations, en même temps sensibiliser, en même temps porter en fait un certain nombre d'informations au niveau du public pour davantage nous prévenir, puisque comme on le dira, la prévention des fois c'est mieux que la répression. Mais, donc il y a aujourd'hui
d'un puzzle, en fait, qu'on n'a pas mis encore en œuvre jusque-là. Et donc, c'est comme si, en fait, ça vient... Ça se met en place. Ça se met en place, ça vient boucher davantage, en fait, toute l'architecture anti-corruption mise en œuvre depuis 2016. Justement, vous m'enlevez le mot de la bouche. Rose Francis Attali, au-delà même de la nomination d'un haut commissaire, on a là, avec le volet prévention et répression, l'architecture idoine de lutte contre la corruption. Je crois que ça a été toujours une préoccupation. Vous savez que le HCPC, en fait le Haut Commissariat pour la prévention de la corruption, à la prévention de la corruption, remplace en fait l'autorité nationale de lutte contre la corruption qui avait été créée sous Boni Yayi. En fait, Boni Yayi, il est géniteur du changement et de la refondation. À l'ère du changement, il a créé l'IGE, que dirigeait Feu Alidou Koussé. Par la suite, au résultat, il a compris qu'il n'avait pas atteint les objectifs. L'IGE, c'est l'inspection générale de l'État. À l'avènement de la refondation, après le chaos de 2011, il a créé l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. En fait, c'est une institution qui est sous la présidence, sous la tutelle de la présidence, qui a un budget autonome, qui élabore son budget, intégré au budget général de l'État. Et l'article 9 à l'époque stipulait qu'en fait, on doit mettre les fonds à disposition. Malheureusement, sous Boni Yayi, l'Autorité nationale de régulation, en fait, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption n'a pas eu les financements qu'il fallait pour faire efficacement son boulot. Conséquence, vous avez vu le magistrat qui était à la tête se balader entre les institutions pour plaider. Il a fait le plaidoyer. Je m'étais demandé, en fait, pourquoi on parle de lutte contre la corruption? Ou bien on en parle si précisément pour qu'il n'en soit jamais ainsi. Puis vint la rupture. Et on a vu évidemment qu'il y a eu des mesures, des structures, il y a eu un dispositif institutionnel mis en place pour lutter contre la corruption. Maintenant, le chef d'État, je crois que dans la démarche, c'est vrai qu'à la faveur de la loi 2020-09, il y a une loi qui a précédé, la loi 2020-08, sur la modernisation de la justice. Donc, à la faveur de ces deux lois, je crois que le HCPC, en fait, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, a été créé. Mais j'ai senti qu'il n'y avait pas les intrants. Le gouvernement, pédagogiquement, a créé une autre structure, c'est la dénonciation. Maintenant que le Haut Commissariat a suffisamment, en fait, la structure a des intrants à fournir au Haut Commissariat, on a voulu opérationnaliser cette nouvelle structure en nommant un haut commissaire à l'issue du conclave d'hier. Je suis fort heureux parce que c'est que le chef de l'État fait de son cheval de bataille la lutte contre la corruption. Ce n'est pas de la folklorisation. Nous avions vu le 17 juillet 2007, par exemple, pendant que Boni Yayi était là, il a fait une marche verte contre la corruption. Bon, mais la corruption n'a pas été contrée, n'a pas été réduite. Maintenant, il faut trouver les mécanismes pour dissuader, faire la prévention et la dénonciation. Et je crois que dans les missions du haut commissaire à la prévention de la corruption, il y a en outre le suivi des mesures anti-corruption. Il y a, comme vous l'avez dit, la formulation des recommandations. Il y a aussi la sensibilisation et il y a aussi un rôle de consultation dans le cas des nominations. Je crois que si Maître Jacques Migan, que je connais bien, c'est un juriste de très haut niveau, c'est aussi un acteur politique très reconnu parce qu'il est membre fondateur du Bloc républicain. C'est un des soutiens indéfectibles du chef de l'État. Je n'ai pas eu la chance de le connaître pendant qu'il était conseiller sous Kédougou, mais j'ai connu Mokotan, Jean-Baptiste, qui était conseiller juridique aussi. Et en fait, Maître Jacques Migan, je l'ai connu dans les studios. Et je le suis, j'estime qu'il a de la matière, parce que sa nomination est précédée des enquêtes de moralité et autres. On n'a pas n'importe qui à cette fonction. Je crois que s'il l'a nommé, c'est parce qu'il présente... Il y a tout un processus qui est décrit dans la loi. Il faut souhaiter évidemment qu'il puisse aider, parce qu'il est nommé pour 5 ans. La structure est attachée à la présidence et il n'a pas de chef hiérarchique. Je crois qu'il pourra accomplir... Avec l'autonomie de fonctionnement. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans ce type de dispositif, là, il y a toujours un curseur sur la vulgarisation. Il y a Julio, en faisant l'énumération des différentes missions, il y a celle de faire connaître les lois en la matière, de sensibiliser, on va dire, le grand public par rapport à ces lois. Et c'est toujours là
que le bas blesse. C'est toujours un chantier permanent. Est-ce qu'on peut manifestement espérer qu'avec un haut commissariat dédié à cette tâche, entre autres, qu'on puisse avancer sur ce chantier? Évidemment, l'espoir est permis et il faut l'avoir après tout ce qui a précédé. Parce que vous savez, bon, on avait parlé d'un premier point, on a parlé de la MAC pays. Après avoir adopté la MAC pays, et il faut quand même s'assurer qu'à l'interne, on a de bonnes pratiques. Que la MAC pays soit propre. Et s'assurer qu'on a de bonnes pratiques pour que ça puisse marcher. Et c'est en cela que la lutte contre la corruption est quelque chose d'absolument important. Et pour y arriver, il faut déjà aller à la promotion. Parce que il faut s'approprier la démarche anticorruption. C'est comme ça que je vois la chose. Et dans l'appropriation de la démarche anticorruption, le combat de la lutte contre la corruption ne repose pas seulement sur le fait de prendre des dispositions pénales, c'est-à-dire que de voter des lois, telle chose, telle. Bon, on a toute une batterie de lois et de tests là, mais maintenant, il faut aller maintenant à l'application. Et donc, tous les pays, comme le nôtre, qui ont décidé de lutter contre la corruption, s'accordent sur le fait qu'il faut avoir un instrument, un mécanisme préventif. D'où même, on peut comprendre l'appellation de haut commissariat à la prévention de la corruption. Maintenant, comme vous le dites, en termes de vulgarisation, c'est quelque chose d'absolument important. Et pour y arriver, de mon point de vue, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus. Non seulement on va vulgariser, c'est de dire, voilà la structure, voilà ce que ça fait, voilà comment ça doit opérer. Et maintenant, de mon point de vue, adopter une démarche anticorruption qu'il faut maintenant aller implémenter, pas seulement au niveau national, mais au niveau de toutes les autres institutions aussi, et organismes ou organisations. Parce qu'on a dit dans le décret qu'il a compétence sa compétence va au-delà même aussi bien au niveau du public que du privé. Et même, c'est-à-dire que toutes les structures qui bénéficient du financement public. Donc, je me suis rappelé alors subitement des partis politiques. Bref, un jour on en arrive à la structure aussi bénéficie, et ça fait un moment qu'ils bénéficient du financement public. Donc, il faut que... Bon, je ne suis pas en train de donner des idées au haut commissaire. Mais peut-être... Il y a même un débat en place actuellement. Bon, c'est quelque chose. Donc, peut-être que le haut commissaire... Vous voulez dire qu'il a déjà du travail... Du travail, du boulot sur la France. Bon, ça c'est plutôt la répression. Aller à la vulgarisation, parler du mécanisme pour que tout le monde s'approprie le mécanisme et les tests que nous avons à disposition pour pouvoir lutter contre la corruption. Maintenant, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre le discours managérial, que ce soit au niveau national, au niveau des institutions, au niveau des organismes, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit par toutes les institutions et organisations, il faut qu'il y ait une cohérence entre le discours managérial et l'acte que l'on pose. Il ne faut pas qu'on a déjà voté, on a déjà choisi, il ne faut pas qu'on dise des choses et qu'après les actes ne suivent pas. Parce que c'est souvent ça qui amène le problème. Lorsqu'on dit et que les actes ne suivent pas, tout le monde finit par se dire que bon, ça ne va rien donner, ça ne va... Et il y a un laxisme. À partir du moment où le laxisme vient, c'est ça qui amène l'inefficacité au niveau des mesures qui sont prises. Donc, on va espérer que cette fois-ci, il y aura cohérence et concordance aussi bien au niveau du discours que de l'action pour que, enfin, le résultat escompté soit atteint. Voilà, par rapport à ce haut commissariat, je le disais, oui, la vulgarisation des tests, on parle de vulgarisation, on parle aussi d'éducation. On en a tellement parlé, éducation aux bonnes pratiques. Vous parliez de la structure de dénonciation. On ne sait pas, on n'a pas encore le point, on ne sait pas exactement, à part les premières semaines où on a eu des chiffres, le nombre d'appelants et ainsi de suite, on n'en a plus eu depuis. Il y a le volet vulgarisation, mais le volet éducation surtout, pour que les bonnes pratiques puissent, disons, s'enraciner au sein au niveau du grand public. Oui, cela participe de l'éducation citoyenne. Nous l'avions toujours dit ici, que pour régler en fait l'état de nos sociétés, quand nous réprimons en fait, c'est beaucoup plus par le haut. Mais il faut sensibiliser par le bas, en prenant en compte l'enfance, c'est-à-dire la jeunesse, pour que progressivement, en fait, nous puissions prendre les bonnes habitudes dès la base. Parce que les gens vous le diront qu'il est difficile de redresser un bois tordu et sec d'une certaine façon. Et donc, la sensibilisation participera à ce que, en fait, la génération montante, d'accord, soit davantage outillée, développe en fait une certaine réactivité, d'accord,
qui ne favorise pas en fait les faits ou actes de corruption. Et encore faut-il que notre administration continue à se moderniser et que l'administration continue à respecter ses délais, ses échéances, que la transparence en fait en toute matière y soit. Parce qu'une chose est de sensibiliser, une chose est de mettre la personne sensibilisée en face de la réalité d'une certaine façon. Si les deux concordent, je pense qu'en fait nous avons espoir à ce que en fait les objectifs en cette matière soient atteints. Et je suis davantage convaincu par rapport au profil de l'homme qui aura en fait la première charge, ou bien la charge de cette nouvelle institution. Voilà, on a sur cette question. Le Haut Commissariat on va dire, a un rythme à attraper, simplement parce que de l'autre côté, la répression, on va dire, la répression marche à flux tendu. Donc, il y a quand même un travail à faire très très rapidement pour que les deux pans de cette question soient non pas au même niveau, mais quand même puissent être dans un ensemble harmonieux. Je crois que, en ce qui concerne la répression, vous avez vu que la loi 2020-08 que j'ai évoquée, qui porte sur la modernisation de la justice, vise essentiellement à accélérer la transparence des procédures au niveau des juridictions. Donc, ça va permettre de régler vite ces problèmes. Maintenant, vous savez que Jacques Migan a été conseiller sous Kérékou. Il a vu Adjaï Sika, feu Adjaï Sika, l'opérationnel, qui avait géré la cellule de moralisation de la vie publique. Donc, il doit avoir un background à ce niveau aussi. Couplé avec tout ce qu'il a vu sous Boni Yahi, et étant avocat, je crois que c'est un praticien du droit, il sait évidemment que par amour pour son pays, il doit travailler à ce qu'on puisse lutter pour rassurer les investisseurs. Puisqu'en fait, quand on fait la lutte contre la corruption, on gagne forcément au niveau, on a un crédit. C'est pour rassurer surtout déjà avant tout le citoyen. Déjà, la question de la gouvernance, la transparence, la bonne gestion des ressources publiques. Parce que lorsqu'on mobilise des ressources intérieures, il faut bien les utiliser. Et puis les ressources que nous avons à l'extérieur, en fait, que nous avons auprès des partenaires, les PTF et autres là, ils ont intérêt à savoir que les ressources seront bien utilisées. Donc, il faut que le dispositif qui est mis en place pour assurer une bonne gestion des ressources, mobiliser aussi bien l'intérieur qu'à l'extérieur, convaincre. Et il n'y a que ce haut commissariat qui doit faire un travail en amont, le volet préventif, mais aussi la dénonciation et alimenter la justice qui doit finaliser pour qu'on sache que nous sommes dans une dynamique d'éducation pour donner plus de crédit à notre pays. Depuis 2016, je crois que la marque Bénin Révélé, qui se donne encore davantage de contenu avec un monde de splendeur, peut rassurer dans une dynamique de faire du Bénin en fait un pays fréquentable, un pays attractif. Nous voulons être dans l'espace sous-régional, enfin régional, et même mondial, un pays qui est dans la compétition. Une question politique cette fois, est-ce que la double casquette de technicien et de politique est un atout pour Jacques Migan? Je vais en revenir, mais avant, permettez-moi de dire, j'allais évoquer l'aspect là tout à l'heure, l'aspect de la moralisation de la vie publique. C'est un aspect très important. C'est tous ces ingrédients qu'il faut additionner pour pouvoir faire le boulot. Et moi, je vois ce travail-là comme, je me demande même, est-ce que Maître Migan mesure la portée même je ne dis pas qu'il ne le fait pas, mais je vois jusqu'où, je vois toute la portée de la chose, c'est tellement significatif et je pense que le chef de l'État, en le choisissant, place beaucoup d'espoir en lui pour pouvoir bien mener ce travail-là. Parce que l'aspect de la moralisation, tout passe par là. Ce sont les comportements et tout ce que ceux qui ont une petite parcelle de pouvoir font là. C'est ça qui amène le citoyen à se déterminer par rapport à lui-même, son comportement qu'il doit avoir dans la cité. Quand il ne voit pas le bon exemple au niveau de ceux qui dirigent, au niveau de ceux qui ont une parcelle de pouvoir, ça n'incite pas le citoyen aussi à avoir de bons conseils. Je dis que bon, ceux qui sont à la tête aussi font pareil, pourquoi moi je vais me déranger? Donc cette question, elle est très importante. C'est comme l'enfant qui apprend par l'exemple en voyant faire son père. C'est exactement comme ça que le citoyen aussi apprend en voyant faire ceux qui ont à charge la conduite de l'action publique. Et la gestion du bien public, ce qu'il faut en faire, préserver, c'est l'exemple qu'il donne. Ça, c'est un pas. Maintenant, pour revenir à votre question, de mon point de vue, je peux me tromper, hein, je ne maîtrise pas tout à fait les tâches, de mon point de vue, il va devoir laisser de côté son étiquette politique et donc ne peut plus être
c'est-à-dire laisser de côté l'activisme politique. Parce que tout à l'heure, je parlais en évoquant la question de tous ceux qui bénéficient du financement public, on peut les contrôler, on peut... Lui, mais s'il est politique, il ne peut pas le faire, étant donné que les partis viennent bénéficier du financement public. Quand tu es pour tout le monde, tu ne peux pas être juge et parti. De mon point de vue, donc, à ce niveau, il va devoir se débarrasser de sa casquette politique, laisser l'activisme politique de côté et se consacrer à ça durant la durée de son mandat. Bon, quitte à peut-être ce qu'il a, il juge un jour qu'il a fait ce qu'il peut, et peut-être qu'il cherche encore à retourner de l'autre côté. Mais de mon point de vue, je pense que l'aspect est mais la question c'était ce qu'on lui demande. La double casquette est-ce que la double casquette est un atout pour lui dans la réalisation de sa mission? C'est un atout de mon point de vue dans le fait que ça lui permet déjà, il connaît déjà certaines choses, il connaît certaines prédispositions, il a des connaissances du milieu politique, de comment ça fonctionne et globalement de l'administration pour avoir géré, pour avoir conseillé. Je pense qu'il a globalement des connaissances de comment ça fonctionne au niveau de l'administration. Maintenant, ça c'est comme un prérequis. Dès lors qu'il l'a, il ne peut pas encore faire, il dépose ça, c'est un background pour lui. Il s'en sert maintenant pour aller chercher là, il faut chercher et essayer d'apporter la juste mesure qu'on attend de lui. Voilà, Julio Tometi. Vous savez, Jacques Migan, c'est un personnage politique très controversé. Très controversé, je dis très, parce que vous savez, depuis quelques temps... c'est un bon client, mais bon... Non, en fait, quand il est très controversé, laissez-moi aller. Quand il est très controversé, et c'est une réalité. Mais les controverses là, c'est par rapport à son positionnement politique, par rapport à la manière dont il défend ses convictions envers et contre tous, quel que soit ce que vous pouvez en penser. Ce n'est pas le problème de Jacques Migan. Il s'est exprimé, il dit ce qu'il a à dire. Vous pouvez en mourir, vous pouvez en ressusciter, vous pouvez en être ressuscité, ce n'est pas son problème. Mais les controverses s'arrêtent là. Vous pouvez en souffrir. Les controverses ne vont pas... Je n'ai jamais entendu dire que Jacques Migan a été complice de ci, de ça, en ce qui concerne la matière dont nous parlons. Et de ce point de vue, il est une personne véritablement éligible parce que le profil était déterminé. Il faut être juriste, magistrat, administrateur avec des finances, une certaine expérience, avoir au moins 15 ans d'une certaine façon, d'une certaine probité, d'une certaine façon. Et c'est suite à une enquête de moralité. Et donc tout cela étant fait, Jacques Migan a aujourd'hui à gagner. Parce que ce qu'il représente dans l'opinion, il a véritablement d'accord maintenant à donner la preuve de ce qu'il est, de ce qu'il sait faire en cette matière. Donc, c'est l'opportunité pour lui de se révéler autrement que par le passé par rapport à ses convictions politiques d'une certaine façon. Mais il n'y a aucun contraste normalement, d'accord, puisque les incompatibilités sont déterminées. S'il n'a pas une fonction ou une charge politique, si c'est simplement un militant politique, ne se pose pas, parce que d'ailleurs, tout le monde est politique. D'accord? Et donc, le problème qu'il soit membre d'un parti politique reconnu ne pose pas problème, mais c'est ce qu'il est capable d'apporter en gardant ça, l'équité, en faisant preuve d'équité, de probité, de loyauté, comme la fonction le lui exige, et à travers le serment qu'il prête devant le chef de l'État, c'est ce qui compte. Je suis convaincu qu'il saura bien jouer ce rôle-là que le chef de l'État lui a confié. Pour sortir, je crois que c'est ces compétences techniques qui sont maintenant sollicitées. Les compétences politiques, nous les avons déjà vues. Et puis on sait évidemment que c'est un vrai cadre politique. Maintenant, je crois que pour faire l'impartialité, parce que là, nous ne sommes plus sur un terrain de partialité, c'est l'impartialité. Donc il n'a plus de camp à choisir. Il a travaillé pour l'intérêt commun en portant plus haut l'étendard du Bénin, parce que là, cette mission est hautement sensible et délicate. On en revient à la BAC. Parce que au-delà de ça, il doit travailler en synergie avec plusieurs structures, notamment la RNP qui s'occupe des marchés publics, parce que c'est un nid de corruption, cette affaire. Je ne dis pas la structure fêtière, mais je dis que les structures, au niveau potentiellement. Non, je sais que mon cher ami et frère Agombata Séraphin fait du travail, le président fait du travail formidable. De par sa posture, il ne peut pas dire certaines choses. Mais il fait des frappes chirurgicales parce qu'on apprend par la loi que des gens sont interdits d'exercer. Donc je crois qu'il y a des mesures coercitives qui sont mises en place. Maintenant, je vois qu'à travers le Haut Commissariat qui a été opérationnalisé, il y a des intrants parce que la structure de dénonciation
va alimenter. Et puis il y a d'autres structures qui existent, qui font la lutte contre la corruption. Donc nous devons travailler en synergie dans l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'État. Il faut que ça marche. Vous me permettrez de dire qu'en mettant tout ça ensemble, au regard de tout ce qu'on a développé, c'est la preuve, et nous devons tous le comprendre, qu'à côté des compétences politiques, de l'activisme, de la passion, de tout ce que les gens peuvent développer en politique, il y a aussi que celui qui a cette casquette-là, cette étiquette de politique-là, peut aussi bien avoir des compétences techniques que l'on peut mettre au service de la République. Et je pense là, que c'est pour vider le débat c'est davantage ce qu'il faut, politique, davantage ce qu'il faut chercher. Un bâtonnier, et les avocats ne mettent pas Ancien n'importe bâtonnier. qui, Voilà. tout là. Merci. On l'a oublié. Merci de nous l'avoir rappelé. Ancien bâtonnier, effectivement, ça classe la trajectoire de l'homme. Merci. Éloge Francis Atadé. Je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en gouvernance. J'espère aussi que vous êtes là. Vous ne nous laisserez plus orphelins. Non, je suis là. Vous êtes là. Je suis là sur le bureau. Julio Tometti, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste associé. Fidèle au poste. Fidèle au poste, voilà. On n'était pas là avant-hier. Oui. Et Mohamed Yamidi, analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes revenus sur cette décision du Conseil des ministres de concevoir une marque pays d'adopter une marque pays pour le Bénin. Un monde de splendeur. Nous sommes revenus également sur la nomination du haut commissaire à la prévention de la corruption. Nous avons surtout parlé du haut commissariat et des dessins placés en cette structure. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.